Annabla gratte sa belle mélanine chaque nuit pour obtenir une peau claire. Vous vous demandez sûrement pourquoi? Eh bien, tout a commencé ainsi. Annabla est née dans une famille où l'amour était conditionnel et où la valeur d'une personne se mesurait à son apparence. Ses parents, Monsieur et Madame Adeimi, étaient très respectés dans leur communauté à Lagos. Mais derrière les portes closes, leur favoritisme était flagrant. La peau foncée de Annabla était une source de mépris, tandis que le teint plus clair de sa jeune sœur Emanuela lui valait une adoration imméritée. Dès l'âge de 5 ans, Annabla a remarqué la différence frappante dans la manière dont elle et sa sœur étaient traitées. Lorsque des visiteurs venaient chez eux, ils prenaient Emanuela dans leurs bras, la couvrant de baisers et la surnommant notre princesse dorée. Pendant ce temps, Annabla restait tranquillement assise dans un coin, serrant sa poupée, invisible à leurs yeux. Quand on la remarquait, c'était souvent avec des remarques dédaigneuses. « Ah, pourquoi celle-ci est-elle si foncée ?» Emanuela a appris toute la beauté de la famille. Ses parents ne la défendaient jamais. Sa mère secouait la tête en murmurant « Je ne sais pas à qui tu ressembles avec cette peau noire. » Chaque jour dans la maison des Adeimi était un rappel des prétendues insuffisances de Annabla. Emanuela recevait tout ce qu'il y avait de mieux, les plus jolies robes, des fêtes d'anniversaire somptueuses et des mots d'affirmation constants. Lorsqu'on se souvenait rarement de l'anniversaire de Annabla, cela se limitait à un petit gâteau accompagné d'un « ne t'attends pas à grand-chose ». Son père n'était pas mieux. Il l'appelait souvent Noiraude, comme si c'était son nom, riant comme si c'était une plaisanterie innocente. Lors des réunions de famille, il exhibait fièrement Emanuela auprès des proches, laissant Annabla dans l'ombre. L'école, qui aurait dû être un refuge, n'était qu'une continuation du calvaire de Annabla. Ses camarades étaient impitoyables, la surnommant singe, charbon ou babouin noir. Pendant l'appel, il ricanait lorsqu'on mentionnait son nom, et lors des activités de groupe, elle était toujours choisie en dernier. Même ses professeurs, bien que pas ouvertement cruels, l'ignoraient souvent. Quand elle réussissait exceptionnellement bien, ses efforts étaient minimisés, tandis que l'attention restait centrée sur sa sœur, adulée pour sa beauté angélique. Pendant les pauses déjeuner, Annabla mangeait seule sous l'ombre d'un arbre, loin des moqueries. Mais cette solitude nourrissait les rumeurs. Même à l'église, où elle espérait trouver de l'acceptation, Annabla était jugée. Pendant les services du dimanche, d'autres enfants étaient invités à participer à des drames ou des chorales. Annabla était souvent ignorée, les anciens de l'église justifiant que son apparence pourrait distraire les gens. Pourtant, pour les rôles de démons, monstres ou personnages symbolisant la noirceur, elle était systématiquement choisie. Le coordinateur des drames disait toujours qu'elle correspondait parfaitement à ces rôles. Les murmures des fidèles étaient les plus blessants. « Cet enfant est trop noir. » Annabla apprit à baisser la tête, se faisant toute petite pour éviter leur regard plein de jugement. En grandissant, son corps maigrelet s'épanouit en une silhouette gracieuse. Elle était grande, élégante, et portait en elle une beauté cachée. Pour la première fois, Annabla vit une lueur de possibilités dans son reflet. Elle commença à rêver de devenir mannequin, s'imaginant sur des couvertures de magazines et des podiums. Le mannequinat lui semblait être une échappatoire à sa dure réalité, une chance d'être admirée plutôt que moquée. Mais ce rêve fut rapidement brisé. À 18 ans, Annabla réussit à réunir assez d'argent pour assister à une audition dans une agence de mannequins locale. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle faisait la queue parmi d'autres aspirants pleins d'espoir. Lorsque son tour arriva enfin, le jury la regarda à peine avant de secouer la tête. Les retours étaient cinglants. Ta peau est trop foncée pour le marché nigérian. Nous cherchons quelqu'un avec un look plus polyvalent, disait-il. Annabla quitta l'audition humiliée, serrant son portfolio tandis que les larmes coulaient sur son visage. Le rejet n'était pas un incident isolé. Chaque agence à laquelle elle s'adressait la rejetait, en invoquant sa peau comme problème. À l'entrée de la vingtaine, le rejet s'étendait à sa vie amoureuse. Les hommes montraient rarement de l'intérêt pour elle, et ceux qui le faisaient la traitaient avec mépris. Son premier petit ami, Deji, semblait gentil au début mais révéla rapidement sa véritable nature. Il faisait souvent des commentaires indirects du genre « T'as de la chance que je te supporte. La plupart des gars ne sortiraient pas avec une fille aussi noire que toi. »
Ses paroles étaient blessantes, mais Annabla restait, désespérée de recevoir de l'affection sous n'importe quelle forme. Des années de rejet, de moquerie et de haine de soi avaient finalement fait leur effet. Un soir, après qu'une autre agence de mannequins l'eut rejetée, Annabla se fixa dans le miroir, son reflet flou par les larmes. « Je ne serai jamais assez bien », murmura-t-elle. « Pas comme ça. » Déterminée à changer son destin, elle résolut de se décolorer la peau, convaincue que c'était la seule manière d'obtenir de l'acceptation. Avec chaque insulte qui tournait dans sa tête, elle commença à économiser pour acheter les produits chimiques qui allaient transformer sa vie. Le voyage de Annabla dans le domaine de la décoloration de la peau débuta avec un optimisme prudent. Avec son premier salaire d'un petit emploi administratif, elle acheta une crème de décoloration populaire chez un vendeur local. Le vendeur, une femme ayant décoloré sa propre peau jusqu'à un teint pâle, assura à Annabla que le produit était sûr et efficace. « Ne t'inquiète pas, ma chère », dit le vendeur avec un sourire rassurant. « Dans quelques semaines, tu brilleras comme le soleil. Les gens ne te reconnaîtront même plus. » Annabla commença à utiliser la crème quotidiennement, l'appliquant sur sa peau le matin et le soir. Les changements étaient subtils au début, un teint légèrement plus clair sur ses bras, une lueur douce sur son visage. Encouragée, elle investit dans des produits plus forts, des savons éclaircissants, des sérums et des peelings chimiques. En quelques mois, le teint de Annabla changea radicalement. Elle se fixa dans le miroir, ébahie, à peine reconnaissant la femme qui la regardait. Sa peau foncée avait été remplacée par un teint plus clair et plus éclatant. La transformation donna des résultats immédiats. Soudain, les mêmes personnes qui l'ignoraient auparavant commencèrent à la remarquer. Au travail, ses collègues la complimentaient. « Annabla, tu es tellement belle ces derniers temps. » Dans les rues, des inconnus l'appelaient Wayimbo, un terme pour les personnes à la peau claire, lui souriant chaleureusement à son passage. Annabla absorba cette nouvelle attention comme une éponge. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit visible, digne et aimée. Avec sa peau plus claire, Annabla décida de reprendre son rêve de mannequinat. Cette fois, les portes qui s'étaient autrefois fermées devant elle s'ouvrirent en grand. Lors de sa première audition après sa transformation, les directeurs de l'agence n'arrêtaient pas de la complimenter. « Tu es parfaite pour notre prochaine campagne. Ton teint est superbe en photo. » Annabla décrocha son premier contrat en quelques semaines, une campagne nationale pour une marque de vêtements populaires. La séance photo fut un immense succès, avec l'image de Annabla affichée sur des panneaux publicitaires à travers Lagos. D'autres opportunités suivirent à un rythme rapide. Des marques internationales la contactèrent, et bientôt, elle se retrouva à Paris, New York et Milan pour des missions de haut niveau. Annabla devint le visage de produits de soins de luxe, de lignes de vêtements et même d'une marque de bijoux renommée. L'argent affluait, et avec lui, une vie de luxe. Annabla emménagea dans un immense manoir dans un quartier huppé de Lagos, le remplissant de meubles design et d'œuvres d'art. Elle acheta des voitures, voyagea à travers le monde et se para de bijoux coûteux. Son succès fit d'elle la coqueluche de la haute société de Lagos. Les soirées d'élite, les tapis rouges et les rassemblements privés sur des yachts devinrent son quotidien. Elle côtoyait des célébrités, des magnats des affaires et des politiciens. Parmi ses admirateurs se trouvait Toby, le fils du gouverneur, un homme charmant et très éduqué. Il poursuivait Annabla avec assiduité, lui offrant des fleurs, des bijoux et des invitations à des événements exclusifs. La transformation de Annabla modifia également ses relations familiales. Ses parents, autrefois froids et distants, la traitaient désormais comme une reine. Sa mère se vantait devant les visiteurs. « C'est ma fille, le mannequin international. » Quant à son père, il la qualifiait souvent de « fierté et joie », multipliant les éloges lors des réunions familiales. Même Emanuela, qui s'était jadis réjouie d'être l'enfant préféré, regardait désormais Annabla avec admiration et une pointe de jalousie. Annabla commença à soutenir financièrement sa famille, envoyant de l'argent pour une nouvelle maison et finançant les études de Emanuela. Ceux qui l'avaient autrefois rejetée dépendaient maintenant de sa générosité. Avec sa nouvelle beauté, une vague de prétendants arriva. Des hommes qui l'avaient ignorée ou insultée dans le passé cherchaient maintenant à attirer son attention. Des hommes d'affaires, des artistes,
et même des diplomates étrangers se bousculaient pour la courtiser, lui offrant des cadeaux luxueux, des sacs de marque et des voyages exotiques. Parmi eux, Toby, le fils du gouverneur, se démarquait. Il était persistant mais respectueux, trouvant toujours un moyen de la faire sourire. La carrière de Annabla atteignit son apogée lorsqu'elle remporta un prestigieux prix international de mannequinat. Habillée d'une somptueuse robe de créateur, elle accepta le trophée les larmes aux yeux, remerciant tous ceux qui avaient soutenu son parcours. Elle se sentait invincible, comme si elle avait enfin réduit au silence les voix qui l'avaient autrefois traitée de laide. La vie de Annabla avait changé à tous les niveaux. Elle n'était plus la fille à la peau foncée moquée et ignorée. Elle était désormais un mannequin célébré, une riche philanthrope et une femme très convoitée. Mais son existence glamour commença à se fissurer lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Ses bras et ses jambes commencèrent à enfler. Au début, elle mit cela sur le compte de la fatigue liée à son style de vie effréné. Elle travaillait sans relâche, enchaînant les contrats, assistant à des soirées exclusives, et maintenant un emploi du temps exigeant. Quand l'enflure persista pendant plusieurs jours, elle pensa que c'était du paludisme. Elle acheta des médicaments en pharmacie et continua sa routine chargée. Cependant, les symptômes s'aggravèrent. L'enflure devint plus prononcée, et elle ressentit de la fatigue, des maux de tête et des nausées persistantes. Lors d'un shooting photo à Cape Town, elle s'effondra. Affolée, l'équipe la transporta d'urgence à l'hôpital. Annabla, toujours déterminée à minimiser son état, rassura tout le monde en affirmant qu'il ne s'agissait que d'épuisement. Mais après une série de tests, le médecin lui annonça une nouvelle dévastatrice. Elle souffrait d'une insuffisance rénale. Ces mots résonnèrent comme un coup de marteau dans sa poitrine. Une insuffisance rénale? Comment cela pouvait-il être possible? Le médecin expliqua que l'utilisation prolongée de produits éclaircissants nocifs avait gravement endommagé ses reins. « Vous avez besoin d'une greffe au plus vite », déclara le médecin avec gravité. La dialyse ne pourra que vous stabiliser temporairement. La nouvelle de son état se répandit rapidement dans son cercle, mais au lieu de lui offrir leur soutien, les gens dans la vie de Annabla commencèrent à disparaître. Ses soi-disant amis, qui autrefois remplissaient sa maison de rire et de compagnie, cessèrent de répondre à ses appels. Ses prétendants, qui autrefois se disputaient son attention, disparurent complètement. Même sa famille, les mêmes personnes qu'elle avait sorties de la pauvreté, l'abandonna. Ses parents, qui dépendaient de son soutien financier, refusèrent de l'aider. Lorsqu'Annabla suggéra que Emanuela pourrait être testée comme donneuse potentielle de reins, sa mère explosa de colère. « Jamais !» hurla sa mère. « Je ne prendrai pas le risque de perdre mes 2 enfants. Tu l'as cherché. » À partir de ce jour, sa famille cessa de lui rendre visite à l'hôpital. Seule et trahie, Annabla dut affronter sa maladie sans le soutien de ceux qu'elle avait aimés et pour lesquels elle s'était sacrifiée. Les traitements de dialyse étaient coûteux, et sans revenu stable, son compte bancaire, autrefois bien rempli, s'épuisait rapidement. Son mode de vie glamour s'effondra sous ses yeux. Elle dut vendre son manoir, ses voitures de luxe et ses possessions de créateur pour payer ses soins. Chaque séance de dialyse la laissait physiquement épuisée, émotionnellement brisée. La femme vibrante et confiante qu'elle avait été n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Un soir, en parcourant ses contacts avec des doigts tremblants, Annabla hésita avant de composer le numéro de Toby, le fils du gouverneur. Il était l'une des rares personnes à ne pas l'avoir complètement abandonnée, mais elle avait honte d'admettre la gravité de sa situation. Lorsqu'il décrocha, sa voix était chaleureuse et inquiète. « Annabla, cela fait des semaines que je ne t'ai pas vue. Est-ce que tout va bien ?» D'abord, elle essaya d'esquiver ses questions, mais sa persistance brisa ses défenses. En pleurant, elle lui confia tout son diagnostic, ses difficultés financières et son profond désespoir. Toby arriva à l'hôpital quelques heures plus tard, portant des paniers de fruits et une présence réconfortante. Submergée par la honte, Annabla n'osait pas croiser son regard. « Je voulais juste être belle », sanglota-t-elle. « Je voulais que les gens m'acceptent. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait ainsi. » Toby lui prit la main, sa voix ferme mais empreinte d'émotion. « Annabla, ta beauté n'a jamais été en question. Que tu sois foncée ou claire, tu as toujours été extraordinaire. Ceux qui t'ont fait croire le contraire avaient tort. »
Ces mots, si sincères et profonds, apportèrent à Annabla une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois, quelqu'un la voyait au-delà de sa couleur de peau ou de sa beauté. Sans prévenir Annabla, Toby parla à son médecin et se fit tester comme donneur de reins potentiel. Par miracle, il était compatible. Il accepta immédiatement de faire don de son rein, mais insista pour rester anonyme, craignant que Annabla refuse son aide par fierté ou culpabilité. Le lendemain, le médecin informa Annabla qu'un donneur anonyme avait été trouvé. Son soulagement était palpable. Elle appela Toby pour partager la bonne nouvelle, mais son numéro était injoignable. Annabla ne pouvait se défaire d'un sentiment d'inquiétude, mais elle mit cela de côté pour se concentrer sur l'opération à venir. L'intervention fut un succès. Alors que Annabla se remettait, le médecin l'informa que le donneur anonyme souhaitait la rencontrer. Bien qu'affaiblie, Annabla insista pour être poussée en fauteuil roulant jusqu'à la chambre du donneur. Lorsqu'elle entra, son souffle se coupa. Là, allongé sur un lit d'hôpital, se trouvait Toby, souriant malgré son teint pâle. « Toi » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Pourquoi as-tu fait cela pour moi ?» Toby prit sa main, sa voix douce mais ferme. « Parce que je tiens à toi, Annabla. J'ai toujours tenu à toi. » Submergée par l'émotion, Annabla éclata en sanglots incontrôlables. Pour la première fois, elle se sentit véritablement aimée, non pour son apparence, mais pour ce qu'elle était. La convalescence après la chirurgie fut lente, mais constante. Alors que Annabla retrouvait sa force, elle commença à réfléchir profondément à sa vie et aux choix qu'elle avait faits. Les cicatrices sur son corps n'étaient pas seulement physiques, elles étaient les souvenirs de années de doutes, de douleurs et des mesures désespérées qu'elle avait prises pour être acceptée. Annabla décida d'utiliser sa plateforme pour défendre l'amour de soi et l'acceptation. Elle lança une campagne intitulée Inner Skin, partageant son histoire avec les jeunes filles à travers le Nigeria qui se sentaient sous pression pour se conformer à des standards de beauté irréalistes. Elle organisa des ateliers dans des écoles et des centres communautaires, enseignant aux filles les dangers du blanchiment de la peau et l'importance d'accepter leur beauté naturelle. Sa vulnérabilité et son honnêteté résonnèrent avec beaucoup de personnes, transformant sa douleur en une source d'inspiration. Annabla s'associa également avec des organisations de santé pour sensibiliser aux effets nuisibles des produits de blanchiment, devenant ainsi une voie de changement dans l'industrie de la beauté. Des années plus tard, un jour ensoleillé, Annabla s'assit sur une plage avec son mari, Toby, et leur fille jumelle. Les filles, parfait mélange de leurs parents, couraient le long du rivage, leur rire remplissant l'air. « Maman, papa ne peut pas courir », cria l'une des filles, faisant rire tout le monde. Annabla regarda ses filles, leur peau foncée brillant sous le soleil, et ressentit une profonde sensation de paix. Elles grandiraient dans un monde où leur beauté serait célébrée, pas diminuée. Alors que Toby la rejoignait sur la couverture de plage, il lui donna une bouteille d'eau et l'embrassa sur le front. « Tu rayonnes », dit-il avec un sourire. Annabla lui sourit en retour, le cœur plein. « Pour la première fois de ma vie, répondit-elle, je me sens vraiment belle. »